Coucou les petits loups. Bon bah écoutez, aujourd'hui ça va être une vidéo. Alors pour ceux qui veulent une vidéo rapide, je vous préviens dès maintenant, ça va pas être le cas. Pourquoi? Parce que c'est pas un sujet qu'on peut aborder rapidement. Il faut aborder les détails, ensuite expliquer les choses, et puis après voir les applications possibles. D'accord? Donc ça demande du temps. Donc si vous cherchez l'info en 15 secondes, c'est pas cette vidéo qu'il faut regarder. Non, aujourd'hui je voulais vous parler de ce petit truc. Alors attendez, je regarde avec mon contrôle caméra. Voilà. Je voulais vous parler de ce petit truc. Alors je sais pas si ma caméra va arriver à faire le point. Elle est un peu capricieuse. Mais en fait c'est un petit module qui s'appelle le Yoctocolor V2. Alors sous ce nom étrange en fait se cache un petit module créé par une boîte française dont le site web vous pouvez le retrouver, c'est yoctopus.com. Alors j'ai un petit peu communiqué avec les gars du, du site web parce que je soupçonnais en fait la boîte de geek. Voilà. Je soupçonnais la boîte de geek, donc je me suis dit si je vais à l'info et que j'essaye de parler avec eux, à mon avis ils vont communiquer. Ils seront très contents de communiquer avec moi. Donc on a échangé un petit peu sur leur fameux périphérique Yoctocolor V2. Donc c'est un petit module. Alors je vais revenir sur l'antériorité du bordel. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais allé sur ce site d'une boîte aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Adafruit. Alors je crois qu'ils sont basés en Angleterre ou aux États-Unis, je sais plus exactement. Le fait est, tout ça pour vous dire que le site est intégralement en anglais. Hein. Si vous cherchez quoi que ce soit en français, vous allez être déçus. Mais en tout cas, si vous êtes un geek, que vous aimez tous les petits gadgets électroniques, les petits, tout ce qui est Raspberry, petits contrôleurs USB qu'on peut programmer, etc. En fait, ce site, il est exactement fait pour vous. J'étais tombé dessus il y a plusieurs années parce que je cherchais à l'époque, je voulais me faire en impression 3D, je voulais me faire un chargeur. Voilà, je voulais me faire un chargeur, donc avec un chargeur solaire, donc avec des panneaux solaires, des batteries, etc. Et j'avais cherché désespérément sur le web, donc un petit contrôleur solaire qui me permettait un petit peu de pouvoir faire mon projet. Et j'étais tombé sur ce site. Et donc si vous regardez dans Product, ils ont tout un ensemble de choses pour faire, tout un ensemble de trucs de geeks qui sont vraiment rigolos. Je vais venir à mon truc, hein, mais je reviens pour l'antériorité un petit peu du truc. Donc dans Power, j'étais allé chercher donc dans Power. Voilà. En fait, ils ont tout un ensemble de petits modules comme ça. Ça, par exemple, si vous voulez faire un chargeur pour un téléphone ou pour pouvoir charger des batteries... Ah, zut, j'en ai pas une sous la main. Mais pour pouvoir recharger des batteries, voilà, ion polymère, vous voyez, ce genre de batterie, eh ben ils ont des petits modules comme ça que vous pouvez brancher en USB. Et en fait, ça, c'est un chargeur LiPo 5 volts, donc qui fonctionne avec un truc USB. Donc si vous avez un projet de création, par exemple, je sais pas, d'une lampe rechargeable en USB, ben vous pouvez tout à fait prendre ce genre de petits modules. Alors ça coûte que dalle, hein, vous voyez, ça coûte 20 balles. Vous allez mettre une petite semaine à les recevoir, et puis voilà, quoi. J'avais fait une grosse commande une fois chez eux. Donc j'avais commandé des chargeurs LiPo, voilà, comme ça. J'avais commandé un panel qui permet d'avoir un peu le voltage des choses. Ensuite, j'avais commandé tout un ensemble de batteries, et puis j'avais commandé surtout chez eux. Là, voilà, regardez, vous voyez, vous pouvez faire carrément un circuit de charge pour téléphone. Voilà, vous avez carrément c'est un petit module qui fait à peu près cette taille-là. Associé à une batterie, vous faites carrément un module de recharge de téléphone. C'est-à-dire que la prise qui est là vous permettra de charger la batterie, et la deuxième prise USB vous permettra, elle, de recharger votre téléphone. Donc comme ça, vous pouvez, si vous avez une imprimante 3D par exemple, vous bricolez un petit boîtier, ça vous pouvez trouver ça sur Thingiverse assez facilement. Vous pouvez vous fabriquer en fait votre propre powerbank. Voilà. Grâce à ce genre de petits modules. Donc si vous n'avez pas bricoleur, tout ça, vous emmerdez pas à faire ça, hein. Vous allez à Carrefour, vous en achetez une. Mais moi je voulais en faire une solaire. Donc capable en fait de se recharger et d'être un peu autonome. Alors j'ai mis 1 an à y arriver, mais j'y suis arrivé. Donc voilà, moi il me fallait ce truc là. C'est-à-dire donc c'est un chargeur 5 volts, spécialement fait en fait pour récupérer l'énergie d'un panneau solaire. Donc là vous avez le module qui est complètement fini. Donc en fait, ce panneau solaire recharge en permanence cette batterie, et si vous connectez ensuite à l'autre bout un périphérique USB, vous êtes capable de le recharger. Voilà. Donc vous pouvez faire un petit chargeur solaire comme ça, assez vite.
Alors là, 9,95 $, ça c'est le prix du circuit, ça. Je pense pas qu'il inclut... Voilà. C'est-à-dire que si vous incluez le panneau solaire, la facture monte de 45 $. Et si vous incluez les différentes prises permettant de connecter un petit peu tout ce merdier, vous montez à peu près une cinquantaine, allez, soixantaine de dollars pour l'ensemble. Mais c'est très intéressant en tout cas parce que vous pouvez vous faire comme ça à peu de frais, une petite installation solaire USB. Parce que mine de rien, en USB, on peut quand même faire beaucoup de choses. Hein. On peut brancher des micros, des caméras, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec l'USB. C'est pas inintéressant. Parce qu'en solaire, on part toujours du 12 volts avec de la batterie de voiture. Mais on peut faire aussi en USB beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc voilà, je m'égare là. Mais voilà, en fait, je cherchais ça au départ. Et donc, j'étais tombé sur ce site. Et alors, sur ce site, il présente aussi des trucs qui sont très intéressants qui s'appellent les fameuses NeoPixels. Alors à l'époque, j'étais tombé là-dessus. Alors comme moi, je suis un amateur de LED, j'adore mettre des LED partout. Moi. Et j'étais tombé là-dessus. Là, pour moi, c'était le paradis, hein, ce site web là. Hein. Des LED en forme de rond, des LED en forme de bande, des LED individuels, des LED en forme de ruban, etc., etc. Donc ces LED sont très intéressantes par rapport à, on va dire, des petits rubans de LED RGB que vous pourrez trouver chez Jiffy, parce que là, en fait, c'est des vrais LED RGB. Elles sont capables d'atteindre vraiment une gamme de couleurs très très large et très belle. En fait, là, vous voyez, par exemple, sur le NeoPixel Ring, là, avec de la LED RGB de chez Jiffy ou de chez Action, vous n'aurez pas du tout ce rendu de qualité en termes de rouge, de vert et de bleu. Donc les NeoPixels, quand j'étais tombé là-dessus, je m'étais dit, waouh, j'en veux, quoi. Donc du coup, j'avais acheté celui-là. Donc du coup, c'était une matrice de LED. Et je m'étais dit, à l'époque, un peu profane, je m'étais dit, à mon avis, cette connerie, ça doit marcher sur PC, il y a un moyen de programmer le merdier pour que ça fonctionne. Et c'est là où, en fait, j'ai un peu déchanté. C'est-à-dire que Adafruit, ils sont très connectés avec un microcontrôleur qu'on appelle le Arduino. Voilà. Alors le Arduino, si je devais vous résumer un peu le bordel, c'est imaginer un très petit PC, très simple, sous la forme d'une carte. Voilà, c'est un peu comme un Raspberry, en encore plus simple. Voilà. Donc c'est un microcontrôleur qu'on peut programmer avec différents langages, dont le fameux langage Python. Donc moi, je m'étais dit un peu bêtement, bah ce truc-là, je peux le programmer avec le Python sur PC. Ah, et ben en fait, c'est là où j'ai vraiment déchanté. C'est-à-dire que si t'as pas tout le kit Arduino ou Raspberry pour programmer le bazar en Python, bah, sur PC, t'es un peu de la baise. Donc, bah, ce truc-là m'était un peu resté entre guillemets sur les bras. Et puis un jour, à force de chercher, voilà, donc j'étais tombé sur le fameux site Yoctopus. Et puis là, je vois qu'en fait, ils vendent ce petit module Yoctocolor. Donc je regarde un petit peu les spécificités du truc, parce qu'en fait, le panneau de Adafruit, en fait, il est connectable par 3 câbles. Voilà. Vous avez un rouge, un noir, un noir et ce qu'ils appellent le out. Ou le DIN, ça dépend. Ça peut être out ou DIN. Ouais, D-out ou D-in. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'entrée. Donc, visiblement, c'est un peu comme l'USB. Vous savez, l'USB, vous avez 4 fils. Vous avez le rouge, le noir, pour le plus et le moins. Et ensuite, vous avez 2 fils de data au milieu. Ben là, c'est à peu près pareil. Donc, vous avez un rouge, un plus. Et puis, vous avez visiblement un fil de data qui permet de commander les LED pour leur donner différentes intensités RGB. Donc, je regarde le bordel Yoctocolor. Je regarde mon panneau de LED, machin. Et je me dis... ça m'étonnerait pas que ça fonctionne dessus, cette connerie. Parce que je vois qu'il parle de LED, vous voyez, il parle de LED RGB, et ça, c'est vraiment des vrais LED RGB. Donc, du coup, je me dis, bon, allez, ça coûte pas très cher, ça coûtait 26, ça coûte 26 €. Je me suis dit, je le commande. Donc, je reçois le produit, je commence à le connecter un peu... Donc, je commence à installer en fait toute ma... Attendez, je vérifie mon truc en même temps. Donc je commence à insérer toute ma connectique de fil. Donc voilà, j'ai les mâles... Ah, il faut que j'inverse mes mouvements, voilà. Donc j'ai les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. Donc j'ai commencé à connecter tout ce petit monde. Clac. 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 C'est bien ça, ouais, que je grille pas le truc. Voilà.
Donc je commence à connecter tout ce petit monde, je connecte le Yocto en USB, et puis là je commence à partir sur le site dans ce qu'on appelle le SDK. Alors le SDK, c'est généralement, quand vous avez des petits périphériques électroniques associés comme ça, alors quand les sociétés sont sérieuses, elles vous fournissent un SDK, c'est-à-dire c'est un ensemble de codes pour la programmation qui vont vous permettre en fait d'interférer avec ces trucs-là. Donc je commence à regarder un petit peu sur le... Alors attendez, c'est où là? Support, voilà, c'est dans les librairies. Donc là je commence à regarder un petit peu le style de langage qu'il faut utiliser pour programmer ce petit module. Alors là commence à se poser un souci pour moi parce qu'en fait je ne maîtrise aucun de ces langages. Moi j'ai commencé il y a très longtemps la programmation, donc je fais un petit peu de C# par l'intermédiaire de Unity. Mais tout ce qui est C++, C, Delphi et compagnie, j'ai vraiment des connaissances très réduites. Du Delphi, j'ai dû en faire il y a 20 ans. Mais c'est vrai que je suis plutôt partisan des petits langages style basique. Donc là, je regarde dans les librairies de programmation que Yocto fournit et je me dis, merde, il n'y en a aucune pour le langage que j'utilise. Donc, deuxième problème pour moi. Donc je commence à descendre, je regarde un peu s'il n'y aurait pas ce qu'on appelle une DLL. Donc une DLL, en fait, c'est un fichier exécutable qui est capable, en fait, d'être adressé par plusieurs... comment je pourrais vous dire ça si tu es profane et que tu ne comprends pas ce que je te dis. Imagine un exécutable qui ne s'appelle pas .exe mais qui s'appelle .dll. Cet exécutable, en fait, il a la capacité de pouvoir être interrogé par plusieurs programmes différents. Donc imaginons, j'ai une DLL pour, par exemple, afficher un sélecteur de fichiers me permettant de sélectionner quelque chose. Et imaginons, dans cette DLL, donc j'ai que des commandes permettant de faire ce genre de choses. Sélectionner un fichier, afficher le sélecteur de couleurs, afficher par exemple le sélecteur de police de caractère, ce genre de truc. Bon ben ça c'est sous la forme de ce qu'on appelle une DLL. Et imaginons, je fais différents programmes, et à un moment mon programme a besoin effectivement d'avoir un sélecteur de fichiers. Donc je vais envoyer une commande à cette DLL va ouvrir un sélecteur de fichiers, et à la fin de la sélection du fichier, cette DLL va me renvoyer le nom du fichier sélectionné. Donc voilà, une DLL en fait c'est quelque chose qui permet d'externaliser une grosse partie du code et qui permet ensuite d'être interrogé simultanément par plusieurs programmes. Voilà. Donc c'est souvent intéressant de faire des DLL. Donc dans le cas de ce petit contrôleur Yocto machin, je m'étais dit, bon bah à mon avis les mecs ils ont dû faire une DLL pour justement pouvoir programmer ce petit bazar en dehors de tous ces langages. Eh ben pas du tout. C'est là-dessus où je vous engueule, Yocto. Je vous engueule, c'est pas que je vous engueule, mais je vois qu'en fait vous vous êtes emmerdé à faire différents SDK pour du C++, du C#, du Delphi, tout un ensemble de trucs. Je me suis dit, pourquoi vous n'avez pas fait directement une DLL plutôt que de refaire 50 fois le même SDK pour différents langages? C'est là où j'ai pas compris en fait. Alors que vous auriez externalisé sous forme d'une DLL toutes les commandes de ce petit module, bah après vos SDK ils sont beaucoup plus légers, vous voyez. Donc voilà, donc du coup je me suis dit merde, il n'y a pas de DLL. Donc ça veut dire que pour moi qui programme avec des petits langages du style par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, que je vous encourage, ceux qui veulent se mettre un petit peu à la programmation, essayez ce genre de petit langage. Alors il est gratuit, vous pouvez le trouver par exemple sur ce site-là. C'est un petit langage en fait qui contient un moteur de programmation 3D intégré au sein même du langage. Donc vous tapez vos lignes de commande, vous faites F5, ça exécute le truc, et vous avez accès à des fonctions pour faire un petit moteur 3D. Voilà. Donc Blitz 3D, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a celui-là que j'aimais beaucoup, parce qu'en fait j'ai programmé longtemps avec celui-là. J'étais d'ailleurs administrateur à l'époque d'un site qui s'appelait Blitz 3D FR, pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, j'ai migré vers un autre langage qui s'appelle Blitzmax, donc qui est très intéressant aussi. Voilà, vous pouvez le retrouver encore ici, donc c'est gratuit, vous le téléchargez, vous pouvez commencer directement à programmer avec.
Donc ces deux langages, la Blitz 3D et Blitzmax, en fait, sont complètement capables de pouvoir en fait être interfacés avec des DLL. Et donc du coup, je me retrouve une fois de plus avec mon Yocto que je peux pas programmer avec les trucs que j'utilise. Bon. Alors là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc celle qui est intéressante, où je vous montre comment, à partir de leurs sources, j'ai réussi quand même à bricoler, à partir des sources en C++, j'ai quand même réussi à rebricoler une espèce de DLL, où enfin je peux programmer mon Yocto, mon Yocto Color avec mes langages de programmation à moi. Donc je vais vous présenter déjà le produit, mais ça va être vite fait, hein, vous allez voir. Et puis ensuite, on va commencer en fait à s'amuser avec, parce que c'était ça le but. Moi j'ai attendu ça pendant des années, de pouvoir enfin m'amuser avec ma matrice de LED. Donc voilà. Donc grâce à Yocto, et je les remercie, voilà, j'ai pu le faire, mais j'aurais bien voulu pouvoir le faire en fait sans galérer. Donc dans la série des choses que vous pourriez faire, et je pense que vraiment ce serait utile, c'est d'inclure tout simplement une DLL. Voilà. Vous reprenez vos sources en C++, vous extractez que les commandes qui sont utiles en fait à la gestion du RGB de chacune de ces LED, vous mettez ça sous la forme d'une petite DLL, et puis du coup, comme c'est une DLL, vous mettez ces sources si vous en avez envie, et puis du coup, cette DLL, on peut y accéder avec n'importe quoi, Java, Visual Basic, n'importe quel langage en fait capable d'être interfacé avec une DLL. Et là, du coup, la popularité de votre truc, elle s'envole. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a toute une fange de programmeurs qui n'utilisent pas C#, qui n'utilisent pas C++, qui n'utilisent pas tous les trucs que vous avez mis, en fait. Il y a un autre langage aussi qui est très très utilisé. Alors, le problème, c'est qu'ils sont malheureusement inconnus, ces types de langages. On les connaît pas, donc... je dirais qu'il n'y a que les geeks, vraiment geeks, qui peuvent les connaître. Mais voilà, donc il y a le Monkey X aussi, qui est un très très bon petit langage. Le plus simple, c'est d'aller directement là-haut, en fait. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, ils ont mis... C'est la boîte, en fait, elle s'appelait Blitz Research. Le gars qui s'occupait de ça, c'était un gars qui s'appelait Marc Sibley. Et Marc Sibley, c'est un vieux de la vieille en informatique, lui aussi. En fait, il a commencé, il était sur Amiga. Si vous regardez dans les sources des vieux Amiga, vous avez déjà Blitz qui existait en fait à l'époque. Alors à l'époque sur Amiga c'était pas très glorieux, hein. C'était un hitbug le truc, j'avais vraiment jamais succombé. Et puis sur PC en fait j'avais découvert Blitz 3D, Blitz Plus, etc. Donc avec le temps, et puis surtout il y a eu Unity qui est sorti, et c'est vrai que Unity a un peu tué tous ces petits langages un peu 3D. Voilà. De par sa gratuité et puis de par sa puissance. Et puis c'est vrai que quand vous voulez apprendre un peu un langage de programmation, c'est vrai que le C# sur Unity, ça reste assez simple. Il a fallu que mon pote Nico m'explique pendant 2 ans le principe des classes et que je comprenne le principe des classes objets. Mais maintenant que j'ai compris, voilà, je suis assez à l'aise en C#, j'arrive à faire à peu près ce que je veux. Mais on va dire que sentimentalement, je reste toujours un petit peu attaché à ces petits langages là qui sont Blitz 3D, tout ça. Donc si vous voulez commencer la programmation, mais que tout ça vous semble extrêmement compliqué, Visual Studio, tout ça, si ça vous semble très compliqué, commencez peut-être avec ces petits langages. Il y a une très forte communauté qui existe encore, et vous obtiendrez toujours des réponses sur les différents forums en fait, qui existent concernant ces petits langages. Monkey X, c'est un très bon petit langage celui-là. Il est très très bien celui-là. Parce qu'en fait, il vous permet même d'exporter vers Android, il vous permet aussi d'exporter vers du web, etc. Bon, là, je m'égare dans mes trucs. Mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui veulent découvrir un petit peu la programmation, ce genre de petit langage peut être vraiment une très très bonne première approche. Voilà. Parce que vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'en étais où? J'en étais sur mes histoires de DLL chez Yocto. Oui, donc voilà, comme j'aime bien me répéter, ouais, ici, j'aurais bien aimé voir une DLL. Voilà. Parce que du coup, je l'aurais wrappé plus facilement avec mon langage, et puis du coup, je me serais pas pris la tête, quoi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter le produit plus en détail, mais vous allez voir, c'est un petit composant électronique très simple. Et puis après, on va le mettre en action en programmation. Et puis dans les commentaires, je vous mettrai le zip avec ma DLL, et puis 2-3 exemples avec mon langage de programmation. Comme ça, du coup, si vous achetez le truc, vous pourrez faire des tâches chez vous et vous amuser, quoi. Ok ? Bon, on se retrouve tout de suite. Alors, passons à la présentation du petit module en lui-même. Alors, au départ, en fait, il est composé en fait de ça.
C'est-à-dire que les 3 LED, les 2 LED de démo incluses dans le petit contrôleur, en fait, sont accrochés au cul du truc ici. Donc moi, pour pouvoir en fait le connecter sur mon module NeoPixel Adafruit, en fait, il a fallu que je casse un petit peu le truc et que je fasse mes propres soudures en fait sur le bazar. Donc comme je vous expliquais, vous voyez, il y a 3 fils. Il y a le rouge, le noir, et vous avez ce qu'on appelle le fil de data, le out ou le in, ça dépend après comment vous le connectez sur le truc ici. Mais du coup, voilà, les 3 fils, vous ne pouvez pas vous planter. Franchement, si vous vous plantez, c'est que vous êtes nul. Donc ces 2 LED-là, bien évidemment, il faut les garder. Ça, c'est impératif, parce qu'en fait, c'est 2 LED RGB de très bonne qualité, donc vous pouvez toujours faire quelque chose avec. Donc toujours pareil, hein, vous voyez le principe de la connexion, 3 fils, rouge, noir, data. Et donc on retrouve ici. Alors, un module NeoPixel. Bah, le petit module Yocto, voilà, hein, c'est tout petit. Je veux dire, la connectique est pas très compliquée. En revanche, ce que j'ai toujours pas compris, c'est ce petit bouton là. Il y a un petit bouton ici. J'ai pas encore compris à quoi il sert. J'ai pas trouvé. Bah, si les gars vous regardez la vidéo et que vous pouvez répondre dans les commentaires, hein, d'ailleurs les gars de chez Yocto, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Mais ouais, j'ai pas encore compris à quoi ça servait ce petit machin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une matrice de LED de chez Adafruit, en fait, la lecture, c'est un sens de lecture occidental en termes de lecture. C'est-à-dire que gauche jusqu'à droite, je reviens à la ligne, je repars à la ligne suivante, clac, ligne suivante. C'est un peu une lecture en Z, comme ça. Donc, si par contre vous achetez pas donc une matrice, mais que vous achetez donc un ruban de LED, eh ben les LED en fait seront toutes continues, vous voyez. La continuité des LED en fait se fera. Mais sous forme d'une matrice, en fait la lecture se fait en forme de Z, comme ça, de S, ok. Donc ici vous avez la LED 0, et puis ici vous avez la LED, ou la LED 1, ça dépend comment on se place, on va dire la LED 1, et ici vous avez la LED 64, d'accord, parce que c'est 8 x 8, d'accord. Donc voilà, pour la présentation en fait du périphérique, il n'y a pas plus de choses que ça à en dire, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, et puis ça semble solide, j'ai pas repéré de problème particulier avec ce petit périphérique, il s'est comporté pour l'instant comme je lui demandais. Donc voilà, on va passer à la partie programmation. Donc en fait, voilà, en termes de ce qu'il vous faut, si vous voulez réitérer l'expérience de cette vidéo chez vous, il vous faut donc le petit module Yoctocolor V2 et la matrice de LED de chez Adafruit. Voilà, la matrice 8.8. Alors ils ont des matrices plus importantes, genre de 32 par 32, mais là on ne les adresse plus par des câbles, par 3 câbles. Là il faut carrément une nappe. Il faut une alimentation supérieure, etc. Ça devient un peu une usine à gaz. En revanche, ce que m'a dit le gars de Yocto, c'est qu'il m'a dit que des petits modules comme ça, on pouvait les chaîner entre eux. C'est-à-dire qu'ici, vous avez, vous voyez, les 3 connecteurs ici. Et donc, du coup, vous rechaînez sur un panneau suivant. Donc, vous le reconnectez sur le truc. Et du coup, vous obtenez plusieurs panneaux de LED adressables. Ça veut dire que du coup, d'une matrice, vous pouvez faire une matrice de 16 par 16. Ou une matrice de 32 par 32. Bon voilà, faut essayer. Pour l'instant, moi j'ai qu'une matrice de 8, je peux pas vous en dire plus. Ok. Bon, alors, on se retrouve pour la partie programmation. Donc oui, je finis un petit peu sur le truc de Yocto, hein. C'est pas pour leur faire de la pub, mais un petit peu, parce que je pense que ce genre de boîte quand même a le mérite d'exister. Je pense pas qu'ils soient tous millionnaires, mais par contre en revanche, je pense qu'ils méritent d'être connus parce qu'ils ont plein de petits capteurs, de petits modules en fait qui sont très 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 intéressants. Là regardez, dans les capteurs environnementaux USB. Donc voilà, donc vous avez carrément des sondes USB avec un enregistreur de données intégré pour mesurer la teneur en dioxyde de carbone dans l'air ambiant. Alors après le truc c'est qu'il faut savoir programmer. C'est-à-dire que ce petit module, si vous ne les associez pas à de la programmation, ben, ils ne vous servent pas à grand-chose en fait. C'est ça le problème. En revanche, vous savez programmer, vous êtes amateur des prises RS-232 et je pense qu'on se comprend. Là, vous pouvez vous amuser avec ce genre de petits capteurs. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc ils ont tout un ensemble de trucs, un truc pour mesurer la pression. Voilà, jusqu'à 10 bars, tu peux mesurer la pression de ce truc-là. Donc après, en programmation, faut un petit peu se démerder. Yocto température infrarouge.
Et ils en ont plein, en fait, des trucs comme ça. Capteur de position USB, voilà, Yocto 3D, c'est un accéléromètre, un gyroscope 3D et un magnétomètre 3D. Ce module peut mesurer directement l'inclinaison 2D, l'orientation par rapport au nord magnétique, enfin... Et vous voyez, c'est des petits machins, c'est que dalle, quoi, c'est grand comme le truc que je vous ai montré, quoi. Donc non, je pense que cette boîte, elle mérite vraiment de se faire connaître, quoi. Ils ont plein de petits trucs et... C'est un espèce de Adafruit à la française, voilà. Si je devais un petit peu les résumer, c'est un peu ça. Ils ont même des écrans USB. Ah ouais, j'avais pas vu, tiens. Yocto Display, qu'est-ce que c'est que ça? Donc très certainement, vous connectez ça sur un port USB et vous êtes capable avec le fameux SDK dont je vous parlais. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous êtes très certainement capable après de pouvoir interférer avec ce petit écran et par l'intermédiaire du port USB et de la programmation, vous êtes certainement capable de pouvoir envoyer des chaînes de caractères dans le truc pour pouvoir les voir. C'est quoi ça? Écran Yoctopus. Ah ouais, un tout petit écran LCD. C'est quoi? C'est le Yocto Maxi Display, c'est cela? 128 par 64 pixels pilotable directement par USB. C'est cool ça. C'est cool. Ah ouais, je pourrais passer des heures sur ces conneries, j'adore ces trucs, parce qu'en fait, ça me permet un petit peu de... Parce que moi je m'en souviens, quand j'étais gamin, j'adorais construire des trucs, et je m'en souviens, moi je suis né dans les années 70, il y avait rien. Moi je m'en souviens, mon oncle il a eu la première montre à quartz, mais ça m'avait rendu dingue à l'époque, quoi. J'aurais eu ça quand j'étais gamin, mais j'aurais vendu père et mère pour des trucs comme ça, en fait. Donc non, c'est super, parce que maintenant je suis adulte, je peux faire ce que je veux, donc je peux vraiment m'éclater sur ce genre de trucs, quoi. Alors j'ai pas compris le plus disponible, c'est-à-dire qu'en fait vous nous montrez des trucs qui sont plus disponibles. Je présume que ça doit être pour l'antériorité des recherches Google si on retombe sur votre site, mais... Alors j'ai vu qu'il y avait des trucs, le Yocto Color simple vous le faites plus, le Yocto GPS vous le faites plus. Ouais, c'est un peu dommage. Je sais pas si vous avez des remplaçants ou pas, j'ai pas investigué plus que ça. Bon là je m'égare. Oui, donc la programmation. Mais je voulais finir là-dessus pour le yoctopus.com parce que voilà, c'est un petit site qui, à mon sens, mérite de se faire connaître. En revanche, donc pour la partie programmation, j'ai quand même, à l'heure des charges, même si j'ai pas trouvé ma DLL, on se retrouve quand même avec des kits qui sont quand même relativement propres. Là, par exemple, vous voyez, j'ai téléchargé le Yoctolib C#, CPP, etc. Donc, c'est-à-dire c'est les trucs que vous pouvez retrouver ici, hein, dans Support, Librairie. Là, quand vous téléchargez, par exemple, voilà, la librairie pour C++, vous avez donc, une fois extracté, un répertoire qui s'appelle Yoctolib CPP. Alors, comme je suis un vieux de la vieille de ce genre de trucs, je peux vous avouer que j'ai vraiment apprécié le fait de... Vous allez dans Source, vous cliquez sur une source ou une solution. Attendez, c'est quoi? C'est dans les exemples. Ouais, là j'ai viré les autres sources pour m'y retrouver un peu parce qu'il y en avait une palanquée. Donc là je n'ai gardé que les sources en fait qui m'ont permis de faire ma DLL. Mais voilà, c'est-à-dire que vous cliquez sur une solution Visual Studio. Voilà, vous dites voilà, hop, tu m'ouvres ça avec Visual Studio. Donc il faut d'abord installer Visual Studio. Et ben tu as le plaisir quand même de voir ta solution se charger sans message d'erreur, sans conneries quoi. Je peux vous dire que c'est pas le cas de tous les SDK dans lesquels j'ai fourré mon nez, quoi. Des fois, tu charges le truc, tu dézippes, tu lances la solution, t'as que des messages d'erreur, tu compiles, ça marche pas. Là, j'ai eu le plaisir quand même, toutes les sources que j'ai lancées, tout est clair. Voilà, y a pas de... ça marche pas. Non, ça marche. Voilà. Là, je compile mon petit bazar. Là, si je compile mon exe va être exécutable. Donc tout ça pour en venir à quoi? Donc je vais pas aller plus que ça dans les sources de Yocto, puisque en fait c'est des sources qui ne sont exécutables. C'est-à-dire qu'en fait toutes les... pour ceux qui connaissent un petit peu... là je m'adresse à ceux qui connaissent un petit peu la programmation. C'est-à-dire que dans la solution se trouve en fait tout. C'est là où j'ai un peu galéré en fait pour extracter que les portions de code qui m'intéressaient.
que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un petit peu, voilà, dans les dépendances externes, vous avez toute l'API de tous les trucs Yocto. Donc, il faut faire un petit peu le ménage dedans si vous voulez obtenir une DLL un peu concise. Mais sinon, voilà, j'ai pas éprouvé de difficulté particulière, c'est commenté. Le code, c'est pas un tas de merde. Voilà, c'est propre, c'est clair. Voilà. Donc, à leur décharge, même s'ils n'ont pas mis la DLL, vous pouvez toujours vous débrouiller dans les sources si vous êtes un peu programmeur. Donc, du coup, je commence à observer les sources de ce genre de petits exemples pour le Yocto Color, puis je vois qu'il y a des commandes pour choper la première LED d'un ruban de LED. Je vois qu'il y a des commandes, par exemple, pour vérifier si le ruban de LED est connecté au contrôleur, ce genre de truc. Donc je commence à me dire, c'est intéressant tout ça, parce que voilà, il y a les commandes qui vont me permettre de faire ma DLL. Donc du coup, je commence à fouiner en mode ninja un peu dans les... je commence à fouiner un peu en mode ninja dans les solutions, tout ça. Et donc j'en arrive à ma DLL. Voilà. Donc je mettrai les sources dans le... Je mettrai un truc sur Mega Upload, là, ou Mega... Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ça doit être Mega truc. Comme ça, vous pourrez le télécharger. Donc voilà. Donc dans la DLL, j'ai pas wrappé grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me fallait pas grand-chose. Moi, j'ai juste besoin de quoi? De savoir quelle LED est allumée. J'ai besoin de savoir sa couleur, éventuellement. J'ai besoin de pouvoir l'initialiser, etc. Donc il me fallait en fait très peu de commandes. Excusez-moi, j'ai un peu le hockey en même temps. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré dans tout leur merdier, là j'ai récupéré que les commandes qui m'intéressaient. Donc là dans ma DLL, j'ai wrappé une commande qui me permet d'initialiser le contrôleur et la matrice de LED. Donc d'abord on vérifie si le contrôleur est présent, etc. Puis ça me renvoie un code compris entre -1 et -3. Et ça me retourne 0 si tout s'est bien effectué. Ensuite, une commande pour libérer, parce que ça c'est un peu la base de la programmation, il faut toujours rendre ce que tu as alloué. Voilà. Ensuite, j'avais besoin d'une commande pour faire un set color d'une LED donnée. Donc là, vous voyez que les commandes de la fonction set LED color, j'ai besoin d'interroger quelle LED. int num. Attendez, je sais même plus ce que j'ai fait là. LED. Ça c'est la LED. Num, je sais plus ce que c'est. Putain, j'ai un trou. Non, le LED, c'est le contrôleur en question, voilà. C'est le contrôleur de LED en question, suivi de num, c'est le numéro de la LED sur le contrôleur, et ensuite on doit donner une valeur en hexadécimal qui va définir la couleur. Voilà. Et ensuite, j'avais besoin en fait d'une deuxième couleur qui lui permet de faire une espèce d'interpolation, c'est-à-dire que si votre LED précédemment est rouge, et que vous lui définissez un set color slow, en fait, elle va passer progressivement du rouge vers le vert, par exemple. Vous voyez ? Et donc, une fois que j'avais commencé à, entre guillemets, à wrapper ces trois commandes, je me suis dit, c'est bon, je suis le roi du monde, je peux faire ce que je veux, en fait, maintenant. Donc, du coup, j'ai généré ma DLL à partir de ma solution en C++, et du coup, avec mon petit langage de programmation, donc Blitz 3D, j'ai fait un wrapper de cette DLL. Donc un wrapper, c'est un... ça reste assez simple en fait, c'est ce qu'on appelle en fait un fichier de définition. Alors attendez, je recherche mes petits là, parce que j'en ai tellement... Voilà, c'est lui. Donc en fait, c'est un fichier de définition en texte. Donc vous devez lui définir d'abord que la librairie, c'est le nom de votre DLL, et ensuite il faut, entre guillemets, wrapper les différentes fonctions de votre DLL pour que Blitz 3D les comprenne. Donc là, on retrouve mes 4 commandes, donc les commandes d'initialisation et de libération, de free... Enfin, je redéalloue ce que j'ai alloué, voilà. Il faut être propre en programmation, vous captez un buffer mémoire de 100 kilooctets, et bien à un moment, ce buffer de 100 kilooctets, il faut le rendre. Voilà. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter votre programme avec le truc comme ça. Non, il faut toujours désallouer ce qu'on a alloué. Et donc du coup, là, j'ai mes 2 commandes, en fait, pour définir mes couleurs de LED. Donc là, on va passer donc à la 3e phase de la... Alors, je vais essayer de faire ça simultanément. Alors, il me faudrait 2 caméras. Idéalement, il me faudrait 2 webcams. Donc, je vais essayer de faire ça avec mon téléphone,
pour vous montrer en code ce que ça fait sur la matrice. D'accord? Donc on se retrouve tout de suite. Alors, j'espère que là ça va être synchronisé. Donc là on se retrouve sous Blitz 3D. Donc vous voyez, c'est un petit éditeur comme ça. Si vous voulez, je vous ferai une... si ça vous intéresse, hein, je vous ferai une petite vidéo sur le Blitz 3D en elle-même. C'est un langage qui est quand même très très intéressant. Mais là on va juste parler en fait de la DLL. Donc la DLL, elle est copiée à la racine du source en Blitz. Donc Blitz, là, vous voyez, il est capable, en fait, de reconnaître mes commandes. Donc, je vais essayer de faire en sorte que mon téléphone tombe pas. Donc là, regardez, je vais... on va commencer simple. On va commencer simple. Je vais cacher déjà toutes les commandes. J'essaie de ne pas passer dans le champ de l'appareil photo. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire techniquement, c'est que je dis à Blitz d'ignorer toutes ces lignes. D'accord? Tout ce qui est en fait en mode commentaire sera ignoré. Donc là, regardez, je vais initialiser donc mon contrôleur. Et ensuite, je vais lui demander, par exemple, de définir que la première LED... Voilà, je lui définis que la première LED de la... je suis fatigué. Que la première LED de la matrice, en fait, sera, on va dire, de couleur rouge. Voilà. Alors, INT color, color red, green et blue. Eh ben, on va faire dans ce cas-là du 255,0,0. Voilà, parce que les couleurs RGB, ça fonctionne comme ça. Pour avoir du blanc, il faut faire 255, 255, 255. Ça vous donne du blanc. Donc là, si j'exécute ce code, en théorie, parce que j'ai jamais de bol avec les démos en temps réel, ça marchait parfaitement il y a... quand je l'ai fait, mais... Allez, on y croit. F5. Voilà. Là, vous voyez que mon panneau de LED, en fait, s'est éclairé en rouge. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand vous interrompez le code, normalement, le panneau de LED reste allumé. Mais comme moi, là, vous voyez, j'ai fini le code par du Clear LED Matrix et du Free LED Matrix, en fait, la LED ne reste pas allumée. Mais si, par exemple, vous voyez, je commande ces deux... Ah, je vais voir ça. Si je commande ces deux trucs-là, théoriquement, donc la LED s'allume, c'est bien ça. Et si je quitte, elle reste allumée, vous voyez ? Donc ce genre de truc peut être intéressant. Pourquoi? Par exemple, vous pouvez définir un programme qui va se lancer une fois, qui va éclairer toutes les LED comme vous le voulez, et puis après, le programme peut se quitter, les LED restent allumées. Vous voyez? Je pensais à ça, par exemple, dans le cas de la création, parce que ce panneau-là de LED RGB, il est extrêmement puissant en termes de luminosité. Ça, si je vous allume toutes les LED en blanc, le truc, c'est... tu peux même pas le regarder, en fait. Donc je m'étais au départ dit, tiens, ça pourrait être intéressant pour faire par exemple une lampe. Vous mettez ce tapis de LED au fond de la lampe, vous le faites ensuite en impression 3D, un espèce de cube ou un globe qui est capable de diffuser un peu la lumière. Ah bah ça vous fait une lampe très efficace. Et du coup ça vous fait une lampe USB programmable. Vous pouvez programmer les couleurs comme vous le voulez, pouf, et hop, et à chaque fois que vous l'allumerez, parce que le Yocto est capable de garder en setup le truc, ce qui fait qu'à chaque fois que vous le rallumez, vous garderez le même setup. Voilà. Alors ça, dans la DLL, j'ai pas inclus encore ce genre de fonction, parce que j'ai pas encore compris totalement comment ça fonctionne, mais cette DLL, de toute façon, je vais la continuer, donc j'inclurai certainement avec le temps pas mal de ces fonctions. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, je n'ai allumé qu'une LED, mais regardez, par exemple, on peut s'amuser, donc je vais allumer... Le plus dur, en fait, pour moi, là-dedans, ça a été de créer une fonction qui permette, en fait, de pouvoir gérer cette matrice de 8 par 8 comme un écran, c'est-à-dire pouvoir définir une abscisse et une ordonnée en pixels. Parce que, étant donné que le sens de lecture est en forme comme ça, c'est très compliqué d'en obtenir une abscisse et une ordonnée. Donc là, j'ai galéré un peu pour faire la fonction. Bon, j'obtiens quelque chose qui me permet de le faire. Mais voilà, donc cette fonction n'est pas incluse dans la DLL. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en Blitz. D'accord ? Donc si je dois allumer par exemple, donc c'est X et Y, donc on va dire qu'en X, j'allume la LED 2, 3
Parce qu'en fait, j'ai mon portable devant mon clavier, ce qui fait que je vois plus trop ce que je fais. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Donc là, je vais allumer, on va dire, en rouge. La deuxième LED, je vais la mettre en verte. Et puis la troisième LED, je vais la mettre en bleu. Et puis la quatrième LED, je vais la mettre en blanc pur. Donc quand j'exécute ça, vous allez voir que les 3 LED sur le contrôleur vont s'allumer. Inch'Allah. Voilà. Non, pas Inch'Allah. En fait, ça marche. Eh, vous voyez la LED blanche? Ah non, je peux même pas la regarder. En fait, ça te... Donc je pense que ce truc-là est assez puissant en fait pour faire une lampe. Hein. C'est assez puissant. Donc voilà, donc là on obtient ma première LED qui est rouge, la deuxième qui est verte, la troisième qui est bleue, et puis la quatrième qui est blanche. Mais vous voyez, hein, la blanche, elle... Ah ouais, elle fait péter, la lentille du téléphone. Hein. Donc, là du coup, vous avez un contrôle total sur la totalité de vos LED. Là, vous voyez, regardez, si je veux... Alors... Là, je vais vous montrer un autre truc, c'est-à-dire que je me suis dit, on va pousser le truc encore plus loin. Ça veut dire que Blitz est capable de charger une image. Donc je me suis dit, à mon avis, on est capable donc de charger une image, et si on peut se déplacer sur cette image, on obtient en fait une espèce d'animation sur le panneau de LED. Donc j'ai commencé à bricoler un peu du code. Voilà, donc du coup, il faut que je... il faut que je redécommente. Ah. Non, puis je vais le clearer à la fin de l'opération parce que vous allez devenir aveugle en fait. Hein. Vous allez devenir aveugle. Donc le panneau de LED revient ici. Voilà, aveugle bien les utilisateurs de YouTube. Donc regardez ce qui va se passer à l'écran. Alors malheureusement, on peut, étant donné que c'est une matrice de 8 par 8, on n'a pas vraiment une grande liberté. On en revient à du Atari 8 bits. Hein. Donc sur une matrice en 16 par 16, ça deviendrait plus intéressant. On pourrait faire carrément des petites images animées de Mario, ce genre de truc. En 8 par 8, c'est un peu dur quand même à reconnaître. En revanche, si vous utilisez... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Attendez, je vérifie quelque chose dans mon code parce que il m'affiche quelque chose, mais je ne le vois pas. Alors attendez, je vais regarder dans mes sources. Pouf. Ah, fallait bien qu'il y ait une petite merde sur la démo en temps réel. Ça aurait pas été drôle sinon. Alors, Yocto, viens ici. Donc je charge sprite.png. C'est quoi sprite.png ? Pourtant je devrais le voir, pourquoi je le vois pas? Normalement je devrais voir une image à l'écran. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il me fait Toto là? Non, j'ai rien modifié, pourtant ça devrait fonctionner. Ah, voilà, là ça fonctionne. Donc, là vous pouvez voir qu'en fait, il y a mes petits... alors, c'est une image... en fait, c'est une image qui contient des tout petits sprites. Alors, je sais pas si on le verra. Ouais, on le verra à l'écran. En fait, ça contient des tout petits sprites. Alors, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai tout un ensemble, en fait, de typos. Même, j'ai de la typographie, vous voyez. Alors, on va peut-être charger la typo. Ça sera peut-être plus... peut-être plus clair ou pas. Non, attendez, je vais faire un test déjà avec ce que j'ai lancé. Alors, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en programmation, j'ai défini la chose suivante. C'est-à-dire que quand j'appuie sur les flèches de direction, ça va faire bouger la zone sur l'image. Donc, regardez ce que ça va faire sur le panneau de contrôle. Là, vous voyez, quand je descends avec les touches, là, vous voyez, je fais déplacer en fait la détection sur l'image. Alors on ne le voit pas à l'écran parce que j'ai pas tracé quelque chose, mais là vous voyez, là théoriquement je suis sur le 4e petit champignon qui est sur l'écran. Vous voyez, on le voit ici là. Alors comme c'est des toutes petites images, désolé j'ai pas pu zoomer, mais vous voyez, regardez.
on se déplace comme ça sur le panneau. Putain, les LED, elles sont éblouissantes. En fait, j'arrive même pas à le regarder, le truc, ça me claque les yeux. Donc là, regardez ce qui va se passer avec un autre type de sprite, comme par exemple, si je prends fonte. Ah ben fonte, c'est intéressant, parce que vous voyez, c'est une typo qui est noire sur fond blanc. Ce sera peut-être un petit peu plus clair à l'écran. Donc le fichier s'appelle fonte.png. Hop. Donc là, on devrait voir mes petites lettres apparaître à l'écran. Et là, vous voyez que sur la matrice de LED, en fait, se dessine la typo en question. Ah, mais si, je crois que je peux zoomer, regardez. Ah, mais oui, mais comment je suis bon. Voilà. Donc là, bien évidemment, le zoom, vous voyez, sur les fontes, il a tendance un peu à les déformer. Mais c'est pas très grave, c'est pas l'idée. Là, vous voyez, regardez, c'est que si je me déplace, là, je me déplace sur le B, je me déplace sur le C. Faut regarder l'image du contrôleur. Hein. Je me déplace sur le D, etc. Donc vous voyez, vous pouvez faire carrément, si vous affichez une phrase, vous pouvez carrément faire, en fait, du texte animé. Vous voyez, du... Ah, tiens, j'ai des petits machins comme ça, donc on va essayer ça. Donc là, vous voyez à l'écran, le petit personnage qui était tout petit là à l'écran. Je vais le charger dans Photoshop, comme ça je pourrais vous le montrer. En fait, ce petit personnage, voilà, il est là. Il est là. Et il s'affiche aussi simultanément donc sur le panneau de LED. Donc là, je vais essayer de me déplacer dans l'image pour essayer d'en choper un autre. Là, j'ai son copain à deux côtés. Hop, j'en ai encore un. Là, je devrais avoir une espèce de sorcière ici. Non, c'est la troisième, la sorcière. Là, on a une fille blonde. Et là, voilà, on a une sorcière ici. C'est celle qui est là, à l'écran. Donc, vous voyez, il y a moyen de faire des petits trucs. Mais je vous dis, en 8 par 8, c'est pas fou. En revanche, si vous voulez faire ce que je voulais faire donc au départ, c'est-à-dire une vraie lampe RGB, dans ces cas-là, vous pouvez faire après des trucs comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que si vous chargez un bitmap qui contient déjà un dégradé, vous n'avez pas à vous emmerder en fait à le coder. Alors là, je sais pas si ça va être parlant. Là, vous voyez, les diodes, en fonction de quand je descends dans le dégradé, vous voyez que les diodes changent simultanément de couleur. Donc là, comme à l'écran, elle pète l'écran, la gamme de couleurs que vous pouvez voir. Là, je suis arrivé en bas du dégradé, voilà. C'est-à-dire que là, la gamme de couleurs à l'écran, elle crève l'écran. Donc vous la voyez pas, c'est pas assez... Oh putain. Ah, attendez, j'ai peut-être une option. Ouah, regardez. Si je diffuse la lumière, là, si je la diffuse, vous voyez, c'est beaucoup plus... Voilà. Ça crève un peu moins les yeux. Et là, du coup, quand je bouge sur mon dégradé, vous voyez que là, en fait, les changements de couleur sont quand même plus clairs. Là, je passe dans le bleu. Ouais, là, j'arrive en haut de l'écran. Donc, je redescends. Bleu. Je passe dans le rose. J'arrive dans le rouge un peu orange. Voilà, là, j'arrive dans le jaune. Et ensuite, je vais aller vers le vert. Vous voyez ? Donc, en diffusant la lumière, vous voyez qu'avec ces diodes, il y a moyen, en diffusant la lumière, de... Vous voyez ? Il y a moyen de faire une lampe RGB qui est tout à fait acceptable. Attends, j'ai arrêté de vous aveugler. Voilà. Donc, bah, du coup, avec cette DLL, comme vous avez accès à n'importe quel LED du panneau de plasma, bah, du coup, vous pouvez afficher ce que vous voulez. Vous pouvez afficher... Qu'est-ce que j'avais fait de rigolo aussi? Attendez, je vais regarder dans mon code si j'ai pas des vieux relents de trucs. Non. Non. Attendez, je regarde un petit peu les autres images que j'avais. Donc on a de la petite icône comme ça. Ensuite on a quoi? Ouais, ça c'est mon exemple pourri avec salut les copains. Alors j'ai repéré que ça marche bien par exemple sur ce genre de truc, vous voyez, qui est noir et blanc. Au moins ça c'est pas mal, ça c'est bien géré. Sur ce genre de petits sprites, c'est joli, c'est mignon, mais c'est tout petit, c'est en 8 par 8. Ce genre de petit truc est plutôt rigolo, en 8 par 8, ça passe assez bien. Bon là malheureusement à l'écran, c'est pas trop le cas, mais en tout cas ça passe bien quand on le regarde vraiment en vrai.
Bon, bah voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter sur ce petit contrôleur. Donc je vous mets dans les descriptifs de la vidéo, je vous mets donc le source en Blitz avec ce qu'il vous faut en fait pour pouvoir l'utiliser en Blitz 3D. Donc je vous le rappelle, Blitz 3D est gratuit, vous pouvez le télécharger. Et ensuite, je vous mets la DLL. Donc si vous faites d'autres langages, comme par exemple le Free Basic, je sais qu'il y a une large communauté de gens qui font du Free Basic. C'est un compilateur gratuit aussi. Voilà, freebasic.net. Donc c'est un petit langage que je vous encourage aussi à explorer. Pour ceux qui, je vous dis, qui veulent un petit peu découvrir la programmation, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Là, regardez par exemple avec mon exemple en Blitz. Regardez ici, si je fais programme create exécutable, et ben dans le répertoire Yoctopus, je vais créer un exe, donc je vais appeler mon programme. Hop. Et là, en fait, il m'a compilé un fichier exécutable, vous voyez, qui se trouve ici. Et ce fichier exécutable, si je le prends avec sa DLL et que je le pose, par exemple, sur mon bureau, ben vous allez voir qu'en fait, si je l'exécute, je n'ai plus besoin de Blitz 3D. Ah ben oui, il faut que je mette l'image. Alors, l'image, c'était quoi? C'était Plasma. Voilà, il faut que je lui mette aussi son image, parce que voilà, s'il ne la trouve pas, il va être pas content. Voilà, et là vous voyez que j'ai mon panneau de LED. Je prends mon vieux sopalin pour vous montrer. Sur la chaîne de Philaxword, on a des moyens techniques, mais de ouf, quoi. Voilà. Donc là vous voyez qu'en fait, techniquement, là, dans ce que vous voyez à l'image, je suis en haut à gauche de l'écran. Donc en fait, il y a un espèce de carré invisible de 8 par 8 qui se trouve là, et que je fais descendre en fait avec la touche de mon clavier. Donc si je descends, vous voyez que là, en fait, mon dégradé se met progressivement en place en fonction du dégradé que j'ai sur mon image. Et le tout avec un programme exécutable qui n'a plus besoin du compilateur pour pouvoir être exécuté. Donc ces petits langages de programmation comme Blitz 3D sont vraiment très très bien, parce que très vite et très facilement, vous pouvez faire un programme que vous pouvez donner à vos amis. Voilà, vous leur donnez juste la DLL, l'exe et le fichier Plasma, le mec peut exécuter son programme. Tiens, pour finir un petit peu avec Blitz 3D, regardez ce qu'on peut faire par exemple avec ce logiciel. Alors là, je vais regarder dans mes vieux sources. Alors, pour vous dire à quel point c'est vieux, regardez, j'ai encore mon vieux répertoire de sources qui date de 2007. Putain, ça me rajeunit pas, ça. Ça me rajeunit pas. Mais regardez par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel? Bon, là, je vais charger quelque chose qui va très certainement planter. Pouet. Planète Glow, qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce que ça marche? Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, Blitz 3D, en fait, contient un moteur 3D, directement. Donc là, je suis dans un petit environnement qui a été créé... Alors, comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le mec simule... Dans Planète Glow, en fait, le mec simule l'arrivée sur une planète au niveau de son atmosphère. Donc il a fait un petit modèle de vol avec un cube, mais c'est juste pour montrer voilà, l'approche près d'une planète et son éloignement, qu'est-ce que ça donne en termes d'atmosphère. Voilà. Donc tout le code du truc, en fait, est là. Voilà. Tout ça, c'est le code qui vous permet, en fait, d'exécuter ce truc. Donc là, pareil, je peux toujours faire un create exécutable et transformer tout ça en programme. Bon, là, c'est pas très... waouh, ce que je vous ai montré, mais regardez par exemple, si je trouve un truc... Mais c'est toujours pareil, c'est toujours quand tu cherches quelque chose que tu le trouves pas. Pouet. Oh, j'ai pas mis le nez là-dedans depuis des lustres en fait aussi. Trop des physiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Oui, là, c'est un truc qui teste carrément la gravité orbitale d'une planète. Non, mais je vous dis, c'est un petit programme qui est très intéressant. Tiens, ah, il n'y a pas les démos de base. Si, attendez.
Il y avait les démos de base de Blitz. Tiens, shooter, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Tiens, par exemple, voilà, c'est un petit exemple comme un autre, mais vous voyez, vous avez carrément un moteur 3D, vous pouvez faire des terrains. Vous voyez, vous avez des petites options pour passer en wireframe, comme ça. Ensuite, comment on avance? Il faut appuyer sur le bouton de la souris. Ah, c'est ça, il faut appuyer sur le bouton de la souris et se diriger. Donc pour les gens qui veulent s'essayer à la programmation, tout ça, regardez un petit peu... Ah, vous voyez, vous pouvez tirer. Là, il a fait un petit shooter, en fait, où il simule, en fait, des petites tourelles au sol qui veulent vous shooter. Donc tout ça peut être un petit... peut être une petite aventure de démarrage de jeu. Hein. Wouhou. Donc non, Blitz 3D, c'est un petit langage qui est très très intéressant. Très très intéressant. Il apprend énormément de choses sur les moteurs 3D, en fait. Sur leur manière, en fait, de les concevoir, de les utiliser. Donc ça peut vous donner peut-être l'impulsion pour après peut-être aller plus loin. Donc commencez par un petit langage comme ça. Bon, voilà, cette vidéo se termine. J'en ai fini avec le module Yocto. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si je rachète peut-être des modules intéressants chez eux, là pour l'instant, j'ai regardé, mais les trucs m'intéressent pas trop. Moi, je suis vraiment intéressé par tout ce qui concerne les trucs de LED. Les écrans, je vais regarder un petit peu les écrans, on sait jamais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de pouvoir faire, par exemple, je pensais à ça, par exemple, pour le rig en crypto-monnaie. Ça peut être intéressant d'avoir un programme qui va, par exemple, interroger les commandes DOS des mineurs et puis qui vous affiche les informations en fait des crypto-monnaies directement sur le rig. Je m'étais dit que ça pourrait être intéressant. Alors, j'ai pas encore une idée vraiment très précise de comment je pourrais faire ça. À voir. Bon, en tout cas, voilà. Je vous encourage d'aller jeter un œil sur leur petit module. S'il y a des choses dans la vidéo que vous n'avez pas compris, tout ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis en tout cas, bonne... comment on dit ça? Bonne exploration dans le monde, en fait, des petits modules USB programmables. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur un autre truc. Quelque chose d'aléatoire, encore une fois. Si les notions de programmation, en fait, tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je peux faire des vidéos sur le sujet. Et puis, on se retrouve bientôt pour autre chose. Ok? Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Ciao!